et leur impact sur nos infrastructures. Sur ce, nous tenons vraiment à exprimer notre sincère gratitude au club géotechnique ainsi qu'à M. Fall qui nous ont permis d'assister à ce webinaire. Merci à vous tous aussi pour votre présence. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de M. Fall lui-même. Originaire de Bambey, M. Papa Fall est doctorant en physique appliquée au climat à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a effectué son premier cycle à l'université Alioune Diop de Bambey, où il a obtenu une licence en physique-chimie en 2016. Par la suite, il a poursuivi son deuxième cycle à l'université Gaston Berger en intégrant le master Océan, atmosphère, climat et chimie de l'eau, faisant d'ailleurs partie de la première promotion de ce programme. Après avoir décroché son diplôme en 2019, il s'est inscrit en doctorat et travaille sur les interactions entre le changement climatique et la santé, en particulier sur la transmission du paludisme au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. M. Fall a publié plusieurs articles scientifiques, dont certains sont issus de ses recherches doctorales et d'autres réalisés en collaboration durant son doctorat aussi. Il a participé à des conférences et séminaires à l'échelle nationale et internationale, notamment aux États-Unis, en Europe, Italie et Allemagne, et dans la sous-région, Rwanda et en Zambie. En 2022, M. Fall a remporté le prix du meilleur poster lors des journées scientifiques à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Plus récemment, il a été nominé à la 73e réunion des lauréats du prix Nobel de l'Indo en Allemagne, où étaient présents plus de 30 prix Nobel en physique. Actuellement en phase de finalisation de sa thèse, il occupe également un poste d'enseignant vacataire à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous lui témoignons toutes nos félicitations de ce parcours très inspirant et riche, tout en lui souhaitant la bienvenue au sein du club géotechnique de l'UFR Sciences de l'ingénieur. Bon, comme à l'accoutumée, le webinaire se déroulera en deux étapes. Juste après la présentation, nous ouvrirons un espace d'échange où l'assistance pourra poser des questions ou faire des suggestions éventuellement. Bon, avant de démarrer, nous prions à vous tous de bien vouloir maintenir vos micros fermés afin de lui permettre de présenter en toute quiétude. Sans plus tarder, M. Fall. Oui, M. Sen. Bon, si vous êtes prêt, je pense que nous pouvons vous donner la parole afin que vous puissiez démarrer la réunion, Inch'Allah. Merci à tous. Oui, je suis prêt. D'accord. Merci beaucoup, M. Sen, de m'avoir donné la parole. Vraiment, je vous remercie pour la présentation de ma personne qui a fait un petit résumé de mon parcours académique et de mes réalisations scientifiques. Je tiens aussi à vous remercier, vous, M. Sen, pour l'opportunité que vous m'avez offerte.
C'est grâce à vous et votre proposition que le président de la commission scientifique du club m'a contacté. Et ce dernier n'a ménagé aucun effort pour la tenue de ce webinaire, que je considère d'ailleurs comme un rendez-vous d'échange entre jeunes chercheurs, jeunes ingénieurs et d'éminents professeurs. Donc, j'espère que... Je remercie aussi les participants qui ont pris le temps de venir assister à ce webinaire. Et des professeurs. Et je pense qu'ils auront l'occasion de prendre la parole pour des interventions sous forme de questions et de suggestions. Je tiens aussi à préciser que je vais partager cette présentation à un collègue du nom de Momodou Sarr, qui va faire une intervention durant la présentation. Donc, je reviens maintenant sur ce qui nous réunit aujourd'hui. Le contexte actuel du changement climatique et ses impacts. De même que les événements récents des inondations nous a poussé à proposer cette importance sur le changement climatique, précipitations extrêmes et inondations, analyse des conséquences sur les infrastructures. Pour mieux expliquer nos idées, nous allons suivre ce plan en faisant un contexte, parler des causes du changement climatique, montrer aussi l'origine et la répartition des précipitations, particulièrement en Afrique, et parler des impacts globaux du changement climatique et sur les précipitations, expliquer les causes des inondations au Sénégal. Quant à la partie concernant les conséquences des inondations sur les infrastructures causées par les précipitations extrêmes, je vais laisser ça à mon collègue qui va faire la présentation. Et par la suite, je vais revenir pour la dernière partie concernant les solutions. Le monde a toujours connu des changements climatiques avec l'ère glaciaire, qui est une période prolongée au cours de laquelle la période glaciaire et l'interglaciaire se succèdent. La période glaciaire est une phase froide accompagnée d'une couverture forte de glace, tandis que la période interglaciaire est une phase chaude accompagnée des retraits de glace et des températures très élevées. Actuellement, à l'heure où nous sommes, nous vivons dans la période interglaciaire relativement chaude, appelée Holocène, qui a débuté environ 11 700 ans après la fin de la dernière période glaciaire. Maintenant, le mot changement climatique, le groupe de mots changement climatique est formé de deux mots. Si on prend le mot changement, il peut avoir comme sens modification ou transformation, qui peut être soit positive ou négative. Quant au deuxième mot, qui est climatique, il fait référence au climat. Et le climat, c'est l'ensemble des conditions atmosphériques, à l'occurrence les températures, les précipitations, etc., qui dominent dans une région donnée et sur une longue période. Cette période est estimée souvent sur 30 ans. Permettez-moi d'ouvrir une petite entre-parenthèse. Souvent, s'il faisait chaud ou froid dans la journée et je posais la question à un des participants, il allait me répondre directement que le climat est froid ou chaud. Ça, ce n'est pas le climat parce que le climat est estimé sur 30 ans. Donc, ce que nous ressentons au quotidien est dans un endroit précis, ça, on l'appelle le temps. Donc, dorénavant, s'il fait chaud ou froid dans la journée, donc au lieu de dire le climat, dites plutôt le temps qu'il fait aujourd'hui. Et si je reviens sur la définition, les changements climatiques peuvent être définis de manière simple et accessible comme les variations des caractéristiques climatiques citées précédemment comme les températures, précipitations, en un endroit donné et au cours du temps qui est généralement estimé sur 30 ans. Et ces changements climatiques peuvent se refléter
par un réchauffement ou un refroidissement. Mais nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, durant tout cet exposé, nous allons nous concentrer sur le réchauffement climatique. Mais qu'est-ce qui réchauffe le climat? Pour répondre à cette question, nous allons remonter à la période industrielle, qui c'est une période commençant à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, où l'Europe, marquée par un développement basé sur l'agriculture et le travail artisanal, développement marqué par l'industrie, la production en usine et le commerce qui est assuré par le transport ferroviaire, maritime et aérien. Ceci a entraîné l'utilisation intensive des gaz, des énergies fossiles. C'est à partir de cette période que les chercheurs ont remarqué un réchauffement, car l'utilisation des énergies fossiles comme le charbon, le pétrole et les gaz marque ainsi le début des émissions de gaz à effet de serre, entraînant l'augmentation rapide des émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, causant ainsi par la suite les changements climatiques qui se manifestent d'une part par un réchauffement climatique. Mais qu'est-ce qui réchauffe la Terre? Il y a le phénomène naturel qui est essentiel à la vie sur Terre, appelé effet de serre. C'est quand l'atmosphère retient la chaleur émise par la surface de la Terre. Maintenant, pour mieux expliquer ce phénomène qui est l'effet de serre, je vais prendre l'exemple d'une voiture qui est garée sous le soleil pendant longtemps. Je pense que beaucoup de personnes parmi nous ont une fois eu à vivre cette expérience. Lorsque la voiture reçoit la lumière de la soleil, cette lumière traverse les vitres qui sont perméables à la lumière visible. Une fois à l'intérieur, les surfaces de la voiture, comme les sièges, les moquettes, le tableau de bord, etc., absorbent cette lumière visible et se réchauffent. Maintenant, comme tout corps chauffé rayonne, ces surfaces-là vont dégager de l'énergie sous forme de rayonnement infrarouge. Cette énergie est transformée en chaleur. Maintenant, cette énergie, les vitres autant pour moi, sont moins perméables à cette chaleur. Et les vitres vont bloquer cette chaleur qui ne va pas sortir à l'intérieur de la voiture. C'est ce qui fait que l'intérieur de la voiture va devenir plus chaude comparé à l'extérieur de la voiture. Et c'est ce même phénomène qui s'effectue au niveau de la Terre, parce que notez bien qu'il y a une couche mince d'air, une mince couche d'air qui enveloppe la surface de la Terre. Et cette couche est appelée l'atmosphère. Et il se produit entre cette couche d'air et la surface de la Terre ce phénomène-là qui est l'effet de serre. Permettez-moi d'activer le pointeur. Maintenant, une fois que le soleil émet la lumière ou le rayonnement solaire, une partie est absorbée par la surface de la Terre et qui est transformée en une énergie ou chaleur. Une fois que cette surface est chauffée, rayonne de l'énergie sous forme d'infrarouge qui n'est pas visible, qui constitue la chaleur. Les gaz qui sont présents au niveau de l'atmosphère absorbent cette énergie et en retour réémettent cette chaleur au niveau de la surface de la Terre. Mais notez bien que ce phénomène est très positif. Ce phénomène naturel est très positif pour la vie sur Terre, car la chaleur produite par l'effet de serre permet de maintenir une température habitable sur la Terre. Car sans l'effet de serre, la température moyenne de la Terre serait environ égale à moins 18 degrés. Maintenant, avec l'effet de serre, la température moyenne est égale à environ 15 degrés. Donc, c'est ça qui nous permet de vivre sur Terre. Donc, c'est un phénomène très positif pour l'être humain
car sans ce phénomène, il n'y aurait pas la vie sur Terre. Et les principaux gaz à effet de serre qui jouent le même rôle que le filtre pour la voiture sont le dioxyde de carbone, le méthane, la vapeur d'eau et le protoxyde d'azote. Maintenant, l'intensification de ces gaz due aux activités humaines, telles que la consommation des énergies fossiles ou l'utilisation des énergies fossiles et des pesticides dans l'agriculture, va conduire à des perturbations climatiques majeures. Premier impact, l'augmentation de la température mondiale si on raisonne par rapport au réchauffement climatique. Et sur cette figure, vous voyez qu'il y a un réchauffement de la Terre d'environ 1,1 degré entre 1950 et 2000. Maintenant, si rien n'est fait pour limiter les émissions des gaz à effet de serre au niveau de l'atmosphère, on s'attendra à une augmentation de 1,5 degré de la température mondiale sur les 20 prochaines années, mais aussi un dépassement de 2 degrés du réchauffement planétaire au cours du XXIe siècle. Et l'augmentation de la température va impacter sur les précipitations à travers ce que l'on appelle le cycle de l'eau, qui est l'origine principale des précipitations. Et le cycle de l'eau, c'est un phénomène naturel à travers lequel l'eau circule en permanence entre l'atmosphère, la surface de la Terre et les océans. Maintenant, pour mieux expliquer ce phénomène, je vais un peu caricaturer en prenant comme exemple une marmite. Donc, je vais prendre une marmite, du feu et de l'eau. Maintenant, les Nyangènes et les Diagnènes qui ont l'habitude de préparer des repas vont se rappeler peut-être du phénomène que je vais expliquer. Les flammes du feu sont considérées comme le rayonnement solaire. La marmite est considérée en quelque sorte comme la surface terrestre, qui est remplie de l'eau. L'eau est considérée comme la surface, l'eau de surface, et le couvercle est considéré comme l'atmosphère. Une fois que la marmite est chauffée, arrivée à une température, on observe l'eau qui va se transformer en vapeur d'eau par évaporation. Maintenant, en contact avec le couvercle qui est froid comparé à la vapeur d'eau, cette vapeur d'eau va se refroidir et se condense pour devenir des gouttes d'eau. Et ces gouttes d'eau se regroupent sur le couvercle et retournent à l'état liquide, formant ainsi de l'eau. Lorsqu'elle devient autant pour moi lourde, cette eau va tomber. On considère comme étant la pluie. C'est ce même phénomène-là qui se déroule au niveau du cycle de l'eau, qui est l'origine des précipitations. Ici, vous voyez sous l'action du rayonnement solaire, l'eau à la surface s'évapore et l'air chaud qui contient de la vapeur d'eau se condense en soulevant. Et arrivé à un certain niveau, cette vapeur d'eau se condense en gouttes et cristaux qui vont grossir et s'agglomérer en formant des nuages. Lorsque ces gouttes d'eau deviennent lourdes, vont tomber sous forme de précipitations. Et il y a deux sortes de précipitations. Des précipitations liquides, comme la pluie, et il y a les précipitations solides, comme les neiges. Et nous allons nous intéresser sur une des précipitations liquides qui est la pluie. Et le réchauffement de la Terre va impacter sur le cycle, sur les précipitations à travers le cycle de l'eau, car lorsque la Terre se réchauffe,
l'eau à la surface va s'évaporer. En même temps aussi, les arbres vont transpirer qui constitue l'évapotranspiration. Et plus ces deux phénomènes sont présents au niveau de l'atmosphère, plus on va s'attendre à des précipitations très importantes. Maintenant, comment est répartie les précipitations au niveau du continent africain? Les précipitations sont réparties par le mécanisme appelé la zone de convergence intertropicale. Si vous voyez cette figure, ces flèches-là qui représentent le sens des vents. Il y a des vents qui quittent le continent et qui soufflent vers l'équateur. Il y a des vents appelés harmattan, on a souvent l'habitude de l'entendre. Et il y a aussi des vents qui quittent l'océan et qui soufflent vers l'équateur. Et c'est à partir de l'équateur, autour de l'équateur, que ces deux vents se rencontrent. C'est là où on appelle la zone de convergence intertropicale. Et cette zone n'est pas fixe au cours de l'année. Elle oscille. L'oscillation de cette bande de couleur que vous voyez ici fait que certains pays sont touchés par cette bande 2 fois au cours de l'année, entraînant une forte période des pluies durant l'année. Et certains pays aussi sont touchés une seule fois par cette bande. Et ces pays ont une seule période de la saison des pluies. Et cette bande aussi, c'est la région principale de la formation des événements météorologiques tels que les ouragans et les moussons. Quant à la mousson ouest africaine, elle amplifie la saison des pluies en apportant les précipitations pendant la saison des pluies. C'est des vents qui quittent l'océan ou le golfe de Guinée et qui touchent en première la partie sud. Et ces pays situés au sud reçoivent plus de précipitations comparé aux pays du nord, qui se situent au Sahel. Maintenant, le Sénégal est entre ces deux parties. Le sud du Sénégal enregistre plus de précipitations comparé au nord du pays, dû au phénomène de la mousson ouest africaine. Et on a représenté sur cette figure la variation latitudinale des précipitations. C'est la même chose que la variation de cette carte. Mais cela nous permet de voir les zones qui sont les plus touchées par les précipitations. Les pays qui se situent entre 6 et 8 nord sont ces pays-là. Ces pays ont une forte période des pluies et des maximums de précipitations au mois de juin et octobre. Lorsqu'on s'approche aux latitudes élevées, on voit que la variation des précipitations diminue. Les pays qui se situent entre 8 ou 12 degrés, comme ces pays-là, ont une période courte de la saison des pluies et un seul pic ou maximum de précipitations au mois d'août. Et les autres pays qui sont au Sahel, situés entre 12 et 16, reçoivent moins de précipitations. Si on vient sur les impacts globaux du changement climatique, on peut noter comme premier impact l'impact sur la mer par la fonte des glaciers. Et cette fonte, cumulée à la dilatation des océans, entraîne l'élévation du niveau des mers, qui cause ainsi l'érosion côtière par le déversement des eaux de la mer sur la terre. Et comme impact globaux, on peut citer l'impact sur les événements météorologiques extrêmes, tels que la sécheresse, qui est une longue période d'absence ou d'insuffisance de précipitations, les canicules, qui sont une période de chaleur intense. Souvent, les températures sont supérieures à la normale. On a aussi les tempêtes, qui sont des perturbations météorologiques
accompagnés de vents violents et des précipitations intenses, mais aussi les ouragans qui sont des tempêtes tropicales, souvent causant des inondations. Il y a aussi les précipitations intenses, ce qui nous permet de transiter sur la partie, les impacts du changement climatique sur les précipitations. Il y a comme première conséquence la perturbation du cycle de l'eau. Et ceci entraîne une forte présence des précipitations, comme le cas récent à Touba. Je vais laisser ça à mon collègue qui va approfondir davantage sur cette question. Il y a aussi une saison qui va être perturbée, qui va se manifester par un début et fin précoce ou tardif des précipitations, mais aussi une période de la saison des pluies qui va changer. Au Sénégal, nous avons une période de la saison des pluies qui s'est retrouvée entre juin, juillet et août, avec un pic maximal des précipitations au mois d'août. Donc, avec le changement climatique qui impacte le cycle de l'eau, cette période aura tendance à changer et le pic maximal des précipitations aura tendance à se déplacer au mois de septembre ou d'octobre. Hier même, j'ai suivi l'émission du directeur de l'ANACIM, Dr Ousmane Dia, qui était invité à la TFM. Il avait même expliqué ces phénomènes-là. Concernant les causes des inondations au Sénégal, pour les causes, je les ai départagées en deux. Il y a des causes d'origine naturelle et des causes d'origine anthropique. Pour les causes d'origine naturelle, il y a les pluies torrentielles. C'est des précipitations extrêmes sur une courte durée ayant la capacité aussi de causer des inondations. Et on a eu la chance de les avoir récemment à Touba et dans quelques parties du Sénégal. Et souvent, ces types de pluies nous amènent ou bien causent les crues des rivières, qui est une augmentation du niveau de l'eau dans les cours d'eau qui dépasse son lit habituel et cause des inondations. Il y a aussi la montée du niveau des mers. Si vous voyez cette carte, c'est la région de Saint-Louis qui est bordée par l'océan Atlantique et le fleuve du Sénégal. En 2003, cette région a été affectée par de fortes inondations, autant pour moi, et ce qui a entraîné le déplacement de la population et beaucoup de conséquences. Quant aux causes des inondations d'origine anthropique, nous pouvons citer en premier lieu le défaut d'infrastructures de drainage. Les villes comme Dakar sont souvent confrontées à un système de drainage insuffisant, de même qu'un manque notoire d'entretien. Et cela va obstruer les canaux, de même que les égouts, en leur empêchant de pouvoir évacuer rapidement les eaux pendant de fortes pluies. Il y a aussi une mauvaise planification urbaine qui est causée par une urbanisation rapide. Cette photo, c'est la présence du président à Keur Massar. Cette ville est confrontée par une urbanisation rapide et mal contrôlée. Sans un accompagnement d'infrastructures adéquats pour faire évacuer les eaux pendant de fortes pluies. C'est pourquoi cette ville est souvent confrontée par de fortes inondations. Il y a aussi l'occupation des zones inondables. C'est ce qui entraîne parfois la construction de la population dans des zones sujettes aux inondations. Et cela expose les habitants et les infrastructures à des risques
à des risques aux inondations. On ne peut pas s'empêcher de citer le manque d'assainissement dans les quartiers des grandes villes, ce qui empêche de gérer efficacement l'écoulement, le ruissellement des eaux pluviales pendant de fortes tombées de pluie. Quant au phénomène, quant aux causes d'origine anthropique, il y a la déforestation. Vous savez, cette déforestation diminue la capacité du sol à absorber l'eau, car les arbres puisent de l'eau dans le sol. Maintenant, s'il n'y a pas d'arbres, le sol va très rapidement saturer. Et quand le sol se sature, donc il y aura forcément de l'eau qui va stagner, causant ainsi des inondations. Nous pouvons aussi citer la bétonisation, qui est le pavage et le dépôt des gravats de construction de routes, de bâtiments dans les rues. Vous voyez sur cette figure une même rue avant et après pavage. Vous voyez qu'il y avait de l'eau qui est stagnée. Maintenant, après pavage, vous constatez qu'il n'y a aucune mesure d'accompagnement de canalisation ni de drainage des eaux pluviales. Donc, ce qui va entraîner ou augmenter le ruissellement et empêcher l'infiltration pendant la saison des pluies. Nous avons aussi l'insuffisance de certains, malheureusement, habitants des quartiers qui déversent des ordures et en même temps volent aussi les couvertures des égouts, ce qui obstrue aussi les infrastructures de drainage des eaux pluviales. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Mamoudou Sarr qui va faire la présentation de cette partie et je vais revenir par la suite pour la partie des solutions. Merci. Merci beaucoup, M. Fall. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. OK. OK, parfait. Donc, merci beaucoup, M. Fall, de m'avoir donné la parole. Je me présente. Je m'appelle Mamoudou Sarr. Je suis doctorant dans le domaine des sciences du climat, mais j'étudie plus les phénomènes climatiques extrêmes. Et je suis vraiment très ravi aujourd'hui de partager avec vous ce webinaire, mais aussi le peu de connaissances que j'ai eues dans le domaine de l'atmosphère ou bien des sciences du climat. Mon collègue l'a d'ailleurs parlé et très bien expliqué, que je félicite pour sa présentation par rapport aux effets des changements climatiques, mais aussi sur leurs impacts par rapport aux événements climatiques extrêmes. C'est pourquoi nous allons essayer de définir ce que c'est un événement climatique extrême et aussi parler d'une notion très importante, à savoir la période de retour d'un événement extrême, qui est vraiment une notion très importante pour les hydrologues ou bien pour les ingénieurs, tout ça, pour enfin parler des conséquences par rapport aux infrastructures. Donc, diapo suivant. Et par rapport à la définition d'un événement extrême, donc c'est un phénomène exceptionnel, rare, c'est-à-dire, par exemple, si un événement vient cette année, ça peut rester des années et des années avant qu'on observe un tel phénomène, mais aussi par son intensité et aussi les dégâts qu'il peut causer. Mais vous allez me dire certainement que cette définition semble incomplète du fait que maintenant, comme mon camarade l'a dit, qu'on a tendance à observer de plus en plus les événements extrêmes au Sénégal. C'est pourquoi il y a des chercheurs comme Benison qui ont proposé une définition qui est basée sur 3 critères. Le premier critère, c'est sa rareté ou fréquence d'occurrence. Et quand on dit fréquence d'occurrence, c'est la fréquence d'apparition d'un événement extrême. Ça peut être chaque 1 an, 2 ans. Et cette notion comble un peu la première définition. Il y a le deuxième point. Le deuxième point, c'est sur l'intensité. Vous pouvez... Monsieur Fall, oui, je n'ai pas terminé. Oui. Sur l'intensité d'un phénomène, il y a aussi, par exemple, quand on veut caractériser un événement extrême,
Donc, on fixe un seuil. Je ne vais pas entrer dans les détails de la modélisation des extrêmes, ça ne fait pas l'objet de ce webinaire. Mais si on veut modéliser un événement extrême suivant l'intensité, on fixe un seuil et on dit au-delà de ce seuil-là, tous les événements qui lui sont supérieurs peuvent être considérés comme des événements extrêmes. Il y a aussi le troisième point, c'est sur les dégâts socio-économiques qu'un événement extrême peut causer. Par exemple, si un événement qui s'était produit au Sénégal et l'État va dire que cet événement a causé des dégâts à hauteur de centaines de millions, voire milliards de francs CFA, là, on peut dire que cet événement revêt d'un caractère extrême. Donc, voilà en grosso modo comment on caractérise ou bien comment on définit un événement extrême. Diapo suivant, merci beaucoup. Et aussi, j'avais dit qu'on va parler d'une notion très importante, à savoir la période de retour d'un événement extrême. Et elle se définit comme la probabilité d'observer un événement extrême pour chaque année. Je répète, c'est la probabilité d'observer un événement extrême pour chaque année, ou bien un événement. Et ceci est très important pour les hydrologues, ou bien pour les ingénieurs, pour mieux dimensionner, par exemple, leurs ouvrages, pour dire que, par exemple, c'est un événement qui pourra détruire ou bien endommager, par exemple, cet ouvrage. Je me rappelle d'ailleurs notre cours en hydrologie, où le prof disait que le barrage de Diama est construit avec une période de retour qui est supérieure à 1000 ans. Cela veut dire simplement que c'est seulement un événement extrême qui vient chaque 1000 ans qui pourra détruire cet ouvrage. D'où l'importance de mieux caractériser donc ces événements extrêmes-là. Et cette période de retour va nous permettre aussi de classer les événements extrêmes suivant leur intensité. Et par exemple, la classification ou bien qui va nous permettre de faire cela, c'est la classification de Van der Beek. Comme vous le voyez donc, sur le tableau, si la période de retour est supérieure ou égale à 100 ans, là, tu vas dire que l'événement est très exceptionnel. Si elle est comprise entre 30 et 100 ans, alors elle est exceptionnelle. Par contre, si la période de retour est inférieure à 6 ans, alors on peut dire que l'événement est normal. D'ailleurs, donc vous pouvez continuer, M. Fan. Merci beaucoup. D'ailleurs, on avait fait des études en répertoriant les historiques des inondations qui s'étaient produites au Sénégal en prenant plusieurs stations. Et il y avait un événement qui s'était déroulé le 2 septembre 2019. C'est une pluie de 37,4 mm avait provoqué des inondations à Dakar. Et quand on avait fait la modélisation pour regarder la période de retour de cet événement, on s'est confronté, par exemple, avec une période de retour qui est inférieure à 6 ans. Et si vous regardez bien le tableau, une période de retour qui est inférieure à 6 ans, c'est un événement qui est normal. Donc, normalement ou bien logiquement, cet événement ne pouvait pas engendrer d'inondation. Ça ne pouvait pas provoquer des dégâts majeurs à Dakar. Et pourtant, on a eu des inondations dévastatrices. Ce qui conforte d'ailleurs les propos de mon collègue M. Fall qui disait que les causes des inondations peuvent être d'origine naturelle ou bien d'origine anthropique. Là, on voit carrément que ce sont les origines anthropiques qui ont beaucoup plus exacerbé ces inondations de 2019 à Dakar. Et aussi, par rapport à l'inondation de Touba que M. Fall soulignait tout à l'heure, j'avais eu d'ailleurs un appel d'un de mes amis qui m'a posé la question à savoir est-ce que la pluie qu'on avait vue à Touba, est-ce que c'est une pluie qui est exceptionnelle ou bien est-ce que c'est une pluie qui est extrême? Et je lui ai répondu simplement que logiquement ou bien normalement, une pluie de 140 mm en l'espace de 24 heures, ça doit être une pluie extrême, voire exceptionnelle. Mais comme tout bon scientifique, vous le savez très bien, donc à chaque fois, on n'affirme pas des choses sans pour autant, par exemple, les vérifier. Il faut émettre des hypothèses. Après avoir vérifié ces hypothèses, si dans le cas d'une étude d'un événement extrême, donc tu ne vas pas affirmer que c'est une pluie
140 mm, c'est une pluie extrême. Même si dans notre tête, on sait consciemment que c'est une quantité vraiment colossale, mais pour nous, il faudra faire des tests statistiques, utiliser des lois statistiques qui sont vraiment très adaptées à l'étude des phénomènes climatiques extrêmes, faire la modélisation, calculer la période de retour pour classer et dire enfin, est-ce que, par exemple, c'est plus de 140 mm et une pluie extrême ou pas. Je crois bien que c'est la démarche scientifique à adopter donc, dans ce cas-là. Et pour preuve, par exemple, si vous prenez une pluie de 40-45 mm à Saint-Louis et vous amenez cette même quantité de pluie à Ziguinchor, cette pluie-là peut ne pas être extrême, alors que c'est une pluie extrême à Saint-Louis, du fait que M. Fall l'a souligné tantôt, parce que le sud reçoit beaucoup plus de précipitations par rapport au nord à Saint-Louis. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention, surtout dans la modélisation des phénomènes extrêmes, et comme les gens le font à chaque fois quand il y a un événement, dire oui, ce sont les changements climatiques qui ont provoqué ça, ou bien les événements qui ont provoqué des inondations, ce sont des pluies extrêmes. Et la preuve est que ce qu'on a vu, la pluie de 37,4 mm, c'est une pluie ou bien c'est un événement qui est normal. D'où l'importance de mieux caractériser donc, ces événements de type extrême. Diapositive. Merci beaucoup. Donc, nous allons sans plus tarder passer aux conséquences de ces événements extrêmes sur les infrastructures. Donc, après avoir donné la définition d'un événement climatique extrême, essayer de définir l'importance de la période de retour pour mieux caractériser les événements extrêmes et aussi la précaution quand on vous dit que est-ce que cet événement est extrême ou pas, donc ne pas faire comme beaucoup de gens qui sont experts dans tous les domaines. Malheureusement, au Sénégal, tout le monde est expert dans tout, hein. C'est assez dommage. Et pour passer aux conséquences, il y a la dégradation des sols qui est due en grande partie par les sécheresses. Et d'ailleurs, il y a les derniers rapports du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Leurs projections ont montré que l'Afrique de l'Est, en particulier le Sénégal, fera face à une hausse de la fréquence et l'intensité des événements extrêmes, en l'occurrence les sécheresses. Et les sécheresses, comme vous le voyez, vont dégrader les sols au fur et à mesure que la sécheresse va se prolonger parce qu'il y a différents types de sécheresse. Je ne vais pas entrer dans les détails, peut-être il y aura des questions dans ce sens-là. Mais les sécheresses vont provoquer au fur et à mesure une fissure à la surface du sol. Et ces fissures, au fur et à mesure, effectivement, vont engendrer une instabilité dans les fondations des bâtiments, des routes, mais aussi des ponts. Et aussi, il y a l'élévation du niveau de la mer que vous voyez sur l'autre image qui peut engendrer des érosions côtières. Et nos plus beaux hôtels se trouvent au bord de la mer, d'où c'est important parce qu'avec l'érosion côtière, ça va endommager les infrastructures existantes. D'où l'importance de mieux caractériser ces événements extrêmes et de prendre en compte l'aspect climatique maintenant dans le dimensionnement des ouvrages. Diapositive. OK, donc par rapport aux conséquences sur les routes, là l'image montre carrément une autoroute qui s'est détériorée due aux fortes précipitations. Mais le pire, chers collègues, c'est triste, c'est que l'autoroute s'est effondrée une semaine après avoir été inaugurée. Une semaine après avoir été inaugurée, l'autoroute s'est détériorée. Donc, cela montre, par exemple, les événements externes n'étaient pas vraiment tellement pris en compte par le dimensionnement, parce que maintenant, ce qui est vraiment pire avec les phénomènes extrêmes, c'est comme ça peut pleuvoir en l'espace de moins d'une heure, ça peut pleuvoir une quantité considérable
de pluie. Et ça, ce sont ces genres de pluie-là qui peuvent causer des dégâts inimaginables. Donc, d'où l'importance de mieux caractériser ces phénomènes extrêmes. Il y a aussi l'autre image que je ne vais pas m'attarder carrément, c'est une autoroute qui est inondée, donc dû aussi aux fortes précipitations et peut-être au manque d'assainissement, comme l'a souligné mon collègue. Et je me rappelle, c'était une semaine comme ça, donc il y avait un pont qui a cédé et le pont se situait à Sédhiou, ça s'appelait le pont Aliou Souané et il avait vraiment une utilité, par exemple, de relier deux villes, donc à savoir où les voitures, les camions passaient pour ravitailler les nourritures, mais avec la rupture de ce pont, les camions ne peuvent plus passer, mais aussi on ne peut même plus évacuer donc les malades, ce qui est vraiment très, très déplorable. Et aussi, je crois bien qu'il faudra mieux, par exemple, mettre l'accent sur ces événements de type extrême-là. Diapositive. Ok, donc je crois bien que c'est la dernière conséquence que je voulais partager donc avec vous. Et là, comme vous le voyez, ce sont les fortes inondations qui ont provoqué, les fortes précipitations qui ont provoqué autant des inondations dans les villes. Et donc ça a pour conséquence le déplacement des populations et l'État va perdre des milliards dans, par exemple, le relogement des populations locales, par exemple, les abris provisoires, sans compter parfois l'État va déclencher le plan Orsec. Et c'est comme l'exemple que vous voyez en 2020 où 11 régions ont été touchées, dont 25 départements, 6 798 personnes impactées, 365 familles déplacées et 7 décès malheureusement. Donc, ce qui est vraiment un peu désastreux si on ne prend pas en compte donc, ces aspects des changements climatiques, surtout avec la fréquence et la hausse des événements extrêmes. Je crois bien que nos ingénieurs en géotechnique qui sont là, donc devront, je crois bien sûr que vous mettez l'accent sur l'aspect climatique, mais aussi avec cette recrudescence des phénomènes extrêmes qui sont très, je ne vous le cache pas, c'est très difficile à modéliser les phénomènes climatiques extrêmes parce qu'un événement qui a une période de retour 30 ans peut venir 2 fois dans la même année. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, à modéliser les événements extrêmes, mais de jour en jour, on parvient donc à modéliser. Et aussi, donc, il y a vraiment, parfois, c'est nous-mêmes qui posons nos problèmes. Je ne peux pas comprendre quand tu entends un quartier qu'on appelle Wakinan. Ça, quand tu l'entends, c'est sûr que c'est vraiment une zone inondable. Et c'est habiter dans des zones inondables, sûrement, ça a des conséquences. Donc, quand ça pleut, une petite quantité, ça provoque des inondations. Et malheureusement, il y a d'autres conséquences donc, qui sont vraiment peut-être, ça va être soulevé dans les questions parce que aussi les changements climatiques vont impacter les niveaux des nappes. Et vous savez très bien que mieux comment les ingénieurs géotechniques qui sont là avec si la baisse ou la hausse des nappes phréatiques va jouer fortement sur l'instabilité du sol, peut-être il y aura des questions qui vont aller dans ce sens, mais aussi, donc, comme on a seulement parlé de précipitations extrêmes, il y a aussi les températures extrêmes qui peuvent, par exemple, impacter sur les propriétés physiochimiques et mécaniques des sols et sûrement ça va avoir des conséquences aussi désastreuses, par exemple, pour les infrastructures. Mais peut-être ça va être soulevé dans les questions, comme l'a dit Monsieur Sen. Donc, c'est pour ça que le temps après est alloué aux questions. Et en résumé, ce qu'on peut dire vraiment pour terminer, c'est que les changements climatiques sont une réalité avec laquelle l'humanité doit composer. Et les manifestations, comme je l'ai dit, des changements climatiques sont la recrudescence ou la hausse des phénomènes climatiques extrêmes, à savoir les sécheresses, les inondations, les précipitations extrêmes, les vagues de chaleur, les ouragans, etc., etc. Donc, d'où l'importance de mieux prendre ça en compte dans le dimensionnement des ouvrages
dans l'étude des sols avec nos amis qui sont en géotechnique. Je crois bien que c'est ça que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vais donner la parole à M. Fall pour qu'il continue la présentation par rapport aux solutions proposées. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sarr, chers collègues, pour votre pertinente et intéressante intervention qui a en quelque sorte montré l'importance de prendre en compte les phénomènes du changement climatique dans les constructions, dans les infrastructures. Actuellement, nous ressentons les impacts du changement climatique, donc il est primordial de prendre en compte lors des constructions cet aspect. Des conséquences sans pour autant faire la proposition de solutions pour faire face aux impacts du changement climatique, mais aussi aux inondations. Comme première solution, nous proposons la réduction systématique ou impérative de l'émission des gaz à effet de serre, qui est la cause principale des changements climatiques. Donc, pour ce faire, nous devons utiliser les énergies renouvelables à la place des énergies fossiles, mais dans la mesure du possible. Pourquoi je dis cela? Parce que vous connaissez mieux que moi que on a commencé à découvrir du gaz et du pétrole au Sénégal, donc nous ne pouvons pas s'en empêcher de les utiliser. Mais c'est la population qui doit veiller à participer à la réduction de l'émission des gaz à effet de serre en diminuant l'utilisation du charbon, du gaz, et aussi éliminer en même temps les voitures qui polluent beaucoup même. Il y a des très anciennes voitures, quand vous les voyez rouler sur la route, vous vous dites comment les autorités peuvent accorder l'utilisation de cette voiture, à cette voiture pour circuler. Donc nous devons veiller ou participer à la réduction de l'émission des gaz à effet de serre par l'utilisation des énergies renouvelables dans les maisons et partout même. Nous devons aussi à la fois arrêter la déforestation et faire des reboisements. Vous savez, les forêts sont des puits de carbone. C'est quoi un puits de carbone? C'est un endroit qui permet de garder les dioxydes de carbone. Donc, ces arbres-là participent à garder les dioxydes de carbone parce que vous savez que les arbres nous donnent de l'oxygène et nous aussi, on les donne du gaz carbonique. Et ces mêmes gaz carboniques que dégagent les voitures sont recueillis par les océans et aussi par les arbres. Donc, arrêter la déforestation, c'est participer à lutter contre le changement climatique. En même temps aussi, la déforestation contribue à libérer ces dioxydes de carbone. Donc, nous devons aussi mener des actions de reboisement des arbres, comme l'avait initié récemment la ville de Touba, avec la participation du président de la République. Comme solution, c'est l'assainissement des villes, des routes et les pavés. Utiliser des infrastructures de canalisation et de drainage dans les villes. Adopter aussi dans les constructions ces types de canalisation au bord des routes. Pour les pavés aussi, le pavage, on doit adopter ce type de pavage, c'est-à-dire en installant des systèmes de canalisation. Parce que actuellement, nous vivons le changement climatique. Donc, toutes les constructions, tous les travaux que l'État met en place, autant pour moi, doivent tenir en compte du changement climatique et doivent aussi tenir en compte des impacts du changement climatique.
après l'installation des infrastructures, il est bien important de mettre en place des endroits qui nous permettront de collecter les eaux pluviales en créant des bassins de rétention, des jardins de pluie. C'est quoi des jardins de pluie? C'est l'installation des plantes et des arbres qui permettent d'absorber les eaux pendant les fortes inondations. Et ces genres de jardins peuvent être installés dans les maisons, dans certaines places publiques, et ainsi de suite. Nous devons aussi renforcer les zones humides naturelles, ne pas les occuper pour les constructions, en même temps aussi créer des zones artificielles pour en quelque sorte pouvoir collecter les eaux pluviales lors de fortes précipitations, surtout pendant la saison des pluies. Et tout être accompagné par un engagement communautaire, de même qu'une forte, je précise bien, une forte sensibilisation communautaire des habitants pour leur faire comprendre l'importance de planter des arbres, mais aussi l'importance de maintenir les canalisations propres. Surtout ça, vraiment, on doit impérativement arrêter de déverser les ordures, éviter en même temps de jeter ces déchets dans les égouts et adopter des pratiques qui facilitent l'absorption des eaux. En quoi faisant? Libérer les zones inondables, renforcer ces zones humides, de même que créer des jardins de pluie pour en quelque sorte que ces espaces puissent absorber les eaux pendant les fortes tombées de pluie. Et ceci met à terme notre présentation et je vous remercie vraiment d'avoir accordé votre temps et votre attention pour suivre ce webinaire. Merci beaucoup. Donc, monsieur le modérateur, je vous redonne la parole. Un grand merci à monsieur Fall et monsieur Sarr pour cette présentation très enrichissante. Vraiment, votre expertise et votre passion pour le sujet se sont vraiment ressentis et nous avons tous beaucoup appris. Je dis bien beaucoup appris même